Écoute, maintenant c'est le temps de la période de questions, fait que j'inviterai les gens à se diriger dans les allées. Je crois qu'il va y avoir deux micros de disponibles. Et André Bellil et Patrick pourront répondre à vos questions. Donc, Allô? Oh. OK, on va essayer d'aller peut-être ce côté-ci en premier, ensuite l'autre côté. Oui, bonjour. Je voulais savoir un peu quelles sont les principales difficultés auxquelles vous faites face dans la promotion de la cause. Puis en même temps, quelles sont les conditions de succès dans vos interventions? Premièrement, il y a la confusion qui est semée volontairement là, par différents médias. On ne se cachera pas qu'il y a de la désinformation. Par exemple, on a créé des groupes bidons à travers le monde qui ne font que désinformer les citoyens sur la crise climatique. On a vu ExxonMobil, par exemple, depuis 2015, auront dépensé environ $1 milliard à travers le monde pour désinformer via soit des radios poubelles comme on a à Québec ou des journaux torchons, mais il crée aussi des organismes là, comme le Heartland Institute, qui sont des organismes professionnels de mercenaires de la désinformation. Fait que ça, c'est un obstacle qui est déjà important. Puis si on pense que c'est juste à l'extérieur, on se trompe. On a ici au Québec l'Institut économique de Montréal, qui est un pourfendeur incroyable du monde environnemental et qui nie les problèmes climatiques. Et ça, c'est déjà beaucoup. Nous, on n'a pas les moyens qu'ont ces compagnies-là et ces organisations-là. Il y a aussi la torpeur ou la procrastination des gouvernements qui subissent le lobby des grandes compagnies et qui, tant qu'ils n'auront pas de pression équivalente de la part des citoyens, vont plutôt faire le jeu des compagnies. Fait que ça, depuis 37 ans, moi, c'est ce à quoi je suis confronté à tous les jours. Mais on finit toujours par gagner. Puis ça m'a amené à dire aux gens, souvenez-vous que dans la bataille de David contre Goliath, c'est David qui gagne. Vous êtes rendu où? Je vous ai perdu. Où êtes-vous, monsieur? Ah, pardon, voilà. Je pense qu'un enjeu aussi, c'est la perte d'espoir. Parce que souvent, c'est frappant, on voit des conclusions alarmantes. Par contre, la science, les solutions, elles existent. C'est beaucoup un manque de volonté politique, influencé en effet par des lobbies, par la désinformation, mais que les gens ne perdent pas espoir. Parce que, évidemment, tout ce qu'on a à faire, c'est de lutter le plus possible et de limiter les dommages. On sait qu'il y en aura des dommages, on ne se le cache pas, mais il y a encore de l'espoir qu'il y a une société qui a de l'allure. Il y a même des opportunités beaucoup plus intéressantes à se développer correctement et de passer à l'action. Donc, de garder en tête que les changements dans une société ne sont pas linéaires. Alors, André et moi, on a participé à plusieurs mobilisations qui ont changé plusieurs choses au Québec. Le Surroi, par exemple, était une centrale thermique au gaz naturel. En une semaine, ou presque, une manifestation qui a été organisée, qui a rapidement soulevé une mouvance au Québec, qui a même mené à l'arrêt du projet, qui a mené au deuxième plan d'action de lutte contre les changements climatiques, un prix sur le carbone au Québec, au développement de l'éolien. Et vous avez une panoplie d'autres situations de mobilisation au Québec où on voit les gens qui ont une conscientisation rapide. Quand les gens se mettent en action, non seulement ils poussent justement pour bloquer les mauvais projets qu'on peut plus se permettre, mais créent souvent cette ouverture pour les autres solutions qui existent encore une fois. Et souvent, c'est ce manque de volonté politique-là qui est un blocage. Mais de la mobilisation, moi, je pense que c'est la meilleure antidote justement à ce désespoir. OK, on va passer au micro à la gauche, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, mon nom est Louise Charbonneau. Ici, à Trois-Rivières, il va y avoir une élection à la mairie. On parle beaucoup de transport par train à grande fréquence. Et aussi, à Trois-Rivières, il y a des autobus
l'hydrogène, des autobus électriques, c'est-à-dire, et puis la ville aussi a des moyens de transport plus adaptés. Alors ça, c'est un bon point. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez de l'installation de ce train à grande fréquence? Est-ce que l'impact est aussi important qu'on le prend? C'est sûr qu'un train, je pense par exemple, je ne sais pas si vous pensez au Trans-Québec, mais il y a un train qui a été développé à partir du moteur roue qui vise c'est un projet qui visait à relier tous les centres urbains du Québec avec, au lieu de prendre un train là, à très grande vitesse comme on a déjà pensé, les TGV, bien, en prendre un qui va moins vite, pas besoin d'aller si vite que ça, mais qui relierait toutes les régions, Trois-Rivières, Montréal, Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, Montréal, Sherbrooke, Québec. C'est un peu revenu comme on avait avant, parce qu'il y avait ce système ferroviaire-là qui fonctionnait. Donc, revenir à ça, c'est absolument fondamental. Patrick le disait, je l'ai dit aussi, puis tout le monde le reconnaît, on ne peut pas avoir une voiture par personne puis penser que ça va marcher. Il y a une limite physique dans les villes pour un nombre de voitures. Donc, ce qu'on a besoin, surtout quand on considère qu'il faut réduire notre consommation de pétrole pour réduire les gaz à effet de serre, ce qu'on a besoin, c'est des moyens de transport collectif électrique qui ne consomment pas de pétrole, puis en passant, non seulement ils n'émettront pas de gaz à effet de serre, mais ils n'émettront pas non plus d'autres gaz qui causent le smog les plus acides, la destruction de la couche d'ozone. Donc, on a besoin de systèmes comme ça, et ça devrait être une priorité partout au Québec, puis tant mieux si Trois-Rivières mène la voie, ouvre la voie là-dessus. Donc, je crois qu'on est plutôt favorable à un transport collectif électrifié. Autre question, s'il vous plaît? De ce côté-ci, d'accord. Alors, d'abord, merci beaucoup pour cette très intéressante conférence. Alors, moi, j'aurais rebondir. Vous avez parlé, déconné un peu du biométhane. Puis je pense que c'est un cas assez exemplaire de problème un peu. J'ai eu à faire des évaluations pour des biométhanisateurs et j'ai vu que le coût unitaire de sortie du biométhane au mètre cube était de l'ordre de 30, 40, 45 sous. Actuellement, sur le grid de gaz métro, on peut avoir du gaz naturel à 10, 15 sous le mètre cube. Donc, on voit que c'est absolument pas compétitif d'aller vers les biométhanisateurs, si uniquement en termes d'argent. Donc, il faut entrer dans un mécanisme d'internalisation des externalités. Et là, on voit, avec la taxe carbone, M. Andrew Scheer fait des appels téléphoniques automatisés pour les gens ne sont même pas capables de payer 5 sous de plus le litre d'essence. Donc, baquer grâce à un compromis comme ça, pour que les gens, déjà, on n'est pas capable de le faire. Alors, le système est en quelque sorte verrouillé. Alors, comment on peut passer ça? Comment on peut aller au-delà de ça? Et puis d'accepter que tout le monde fasse sa part, que ce soit les compagnies, que ce soit également le gouvernement, etc., pour accepter d'internaliser ces coûts-là environnementaux, sociaux. C'est une très bonne question. Peut-être juste garder en tête, j'en parlais tantôt, là, depuis 2006, on a un prix sur le carbone au Québec, c'est rentré en vigueur en 2007, facilement. Et moi, j'ai pas vu d'émeute, j'ai pas vu de manifestation contre ce prix sur le carbone, malgré le fait qu'on a généré de l'argent qui a été envoyé au Fonds vert, qui a été malheureusement dilapidé et mal utilisé. La première chose à faire, c'est de s'assurer que l'argent que les gens paient, quand on parle de prix sur le carbone, elle soit bien utilisée, que les gens comprennent à quoi l'utiliser, et aussi de faire comprendre c'est quoi un prix sur le carbone. Un prix sur le carbone, vous l'avez dit, c'est internaliser ce qui actuellement est payé par l'ensemble de la société. Parce qu'il y a un prix aujourd'hui à émettre des gaz à effet de serre en termes d'impact. On les voit déjà, que ce soit sur les infrastructures au Québec, on parlait de mortalité l'été passé sur les canicules, mais il y a plus que la mortalité, il y a la morbidité, il y a des gens qui souffrent d'inconfort, des gens qui vont aux hôpitaux, donc il y a des coûts de santé énormes là-dedans aussi. Et actuellement, s'il n'y a pas un prix sur le carbone, c'est refilé à l'ensemble de la société. Environnement Canada calcule que plus ou moins le coût social sur le carbone
évaluation conservatrice, selon nous, là, ça coûte 45 la tonne actuellement. Donc, ça veut dire que si ce n'est pas refilé aux pollueurs, ben, c'est l'ensemble de la société qui assume ce coût-là. Donc, de faire en sorte justement qu'il y ait une internalisation lorsque vous payez ces dissous, l'exemple que vous donniez, au niveau du gaz naturel, par exemple, bien, clairement, il y a une partie qui est absorbée par la société pour ça. Donc, ça, c'est de faire en sorte que le système économique n'ait pas de biais favorable aux hydrocarbures. Les subventions, c'est un autre biais favorable aux hydrocarbures. Le fait qu'on n'internalise pas le véritable coût pour la société, c'est un problème. À ça, il y a beaucoup de travail d'éducation pour que les gens comprennent que polluer, il y a un impact. Et je pense qu'ils le voient de plus en plus. Les gens sont prêts, pour la plupart, sont favorables honnêtement selon les sondages. Là. Je pense qu'il y a une différence aussi entre le Québec et l'Alberta là-dedans, si vous faites les sondages en termes d'information. Mais ultimement, c'est sûr que si on ne reflète pas ce véritable coût-là dans l'utilisation des hydrocarbures, on nuit aux énergies renouvelables, on nuit aux solutions alternatives. Et les subventions, c'est le meilleur exemple. Vous avez des subventions directes et indirectes. Et actuellement, c'est le Fonds monétaire international qui dit ça. Actuellement, au Canada, les subventions indirectes aux combustibles fossiles, les coûts de santé, les coûts des impacts changement climatique, etc., liés aux combustibles fossiles, c'est 60 milliards par année au Canada. Donc, c'est 60 milliards qui sont absorbés actuellement par la société. C'est ce que ça coûte à la société. Et ça, il faut qu'on les montre, ces chiffres-là, il faut qu'on les sorte, il faut qu'on en parle, il faut que le gouvernement fasse preuve de transparence pour faire comprendre justement que si on ne paie pas un prix sur le carbone, bien, on le paie. Puis tout le monde le paie aujourd'hui. Sauf qu'il faut faire en sorte de le mettre en évidence pour de manière justement à ce que les gens réduisent leur consommation, que les entreprises réduisent justement leur consommation d'hydrocarbures également. Sur ce, je suis sûr qu'André Billé a quelque chose à dire sur le biométhane. Nous, on était derrière les projets de biométhanisation qui auraient dû voir le jour. Il devrait y avoir aujourd'hui 8 usines de biométhanisation en fonction au Québec et il y en a une et demie. Et un jour, moi je m'adonne à connaître pas mal bien le maire de Québec. J'ai travaillé avec lui avant qu'il soit maire de Québec et un moment donné, il m'a demandé, attendez, on est bien intéressé par la biométhanisation. On a un projet qui nous a été déposé, puis j'aimerais ça avoir ton avis là-dessus, l'avis de la QLPA. Et ça donnait qu'à l'époque, notre vice-présidente terminait sa maîtrise en énergie renouvelable et aujourd'hui, doctorante, en fait, post-doctorat en énergie renouvelable, puis elle l'était à moitié en Suède, puis à moitié au Québec. Alors, Régis nous a demandé de comparer le prix de l'usine qu'on lui avait proposée à Québec à une usine comparable qui fonctionne, qui venait d'être mis en fonction en Suède. Et on s'est rendu compte que nous, les Québécois, bon, on aime ça gaspiller. On était prêts à payer 3 fois le prix pour une usine comparable. Donc déjà là, il y a un problème, et ce problème-là, ben, c'est pas pour rien. On parle de corruption, puis on parle de SNC-Lavalin, puis on parle de compagnies du genre. Ben, quand en partant, tu payes 3 fois le prix d'une affaire, c'est sûr que ça ne sera jamais rentable. OK? Maintenant, il faut aussi regarder le coût de la gestion des matières résiduelles. Ça coûte cher aussi. Donc, si on a une usine de biométhanisation dont on paie un prix juste, ben, on vient couper facilement les coûts de la moitié si on compare ailleurs avec les expériences, par exemple en Suède. Fait que ça, si vous voulez, on pourra en parler de ça. Mais on a comme créé un faux problème en gonflant les prix. Puis ensuite, ben, il y a des gens qui démonisent la biométhanisation en disant « le compost, c'est bien mieux ». Ben non, les deux doivent vivre un à côté de l'autre, ils doivent vivre ensemble. C'est pas vrai qu'on va pouvoir tout composter. Ça peut se faire très bien dans des petites localités avec des projets communautaires ou des projets dans la cour chez nous, mais quand tu es dans des grandes villes puis que tu as des blocs appartements puis tout, ça ne marche pas. Donc, il faut avoir les deux. Mais là, on revient à la vieille histoire de où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Fait que Régis aurait payé 3 fois le prix d'une usine de biométhanisation si on n'avait pas comparé avec ce qui se faisait en Suède. Merci pour les réponses. À ce micro-ci, s'il vous plaît. Oui, Christiane Bernier. Je vais juste corriger une petite chose. C'est à Trois-Rivières. On n'a pas d'autobus électrique. On a quelques voitures. Ma question, c'est parce que vous avez pas parlé des voitures à hydrogène. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est valable?
Bien, voitures à hydrogène, il faut comprendre actuellement que c'est beaucoup, beaucoup plus cher, les voitures à hydrogène, en termes de coût, que quand on compare en termes de rendement énergétique, 2 à 3 fois plus d'énergie requise pour justement recharger votre voiture à hydrogène, qu'on a actuellement des subventions qui ne vont pas dans l'électrification, mais qui vont dans l'hydrogène, qui font en sorte que ça ralentit l'électrification, que tous les grands manufacturiers sont en train de se tourner non pas vers l'hydrogène, mais vers l'électrique en tant que tel, avec les batteries, et qu'il y a un autre enjeu majeur, vous ne pouvez pas recharger votre voiture à hydrogène chez vous, dans une borne, chose que vous pouvez faire. Donc, c'est un système d'infrastructure aussi qui est complètement différent, qu'il faudrait développer et qui ne permet pas d'avoir son autoproduction, ou du moins de s'alimenter à partir de sa maison, qui vient aussi avec, évidemment, de lobbies potentiels de production d'hydrogène qui veulent une part de marché. Donc, pour nous, c'est malheureusement dans les véhicules légers, c'est pas une solution intéressante, comparativement à l'électrification des transports au Québec. Un petit ajout là-dessus rapidement, 95% de l'hydrogène produit dans le monde est produit à partir des combustibles fossiles. Au Québec, on pourrait peut-être produire de l'hydrogène à partir d'énergie renouvelable, mais ça coûterait trop cher et on n'aurait pas avantage à le faire. De toute façon, on est mieux d'aller vers l'électrification et l'électrification des transports collectifs d'abord. Merci. Une question, je ne sais pas s'il y a un jeune qui voudrait prendre la parole, parce qu'on doit quitter la salle bientôt, fait que avant de faire mon dernier mot de fermeture, j'aimerais qu'il y ait une dernière question de poser dans l'assistance. Je ne sais pas si j'irais plutôt la personne la plus jeune peut prendre la parole, et puis on terminerait comme ça, excusez-nous, mais on va devoir libérer la salle bientôt. Il a l'air rendu là. Oui. Ma question est un peu peut-être quantique, mais je me demandais, advenant qu'on fait une transition massive mondiale au niveau des transports collectifs électrifiés, au niveau des panneaux solaires, est-ce qu'on ne risque pas d'engendrer un autre problème au niveau de l'épuisement des ressources qui vont générer qui vont appuyer cette transition énergétique-là? Est-ce que ça peut créer d'autres problèmes? Est-ce qu'on peut supporter? Est-ce que ça peut créer d'autres problèmes? C'est un enjeu en effet. Et quand nous, ce qu'on a fait comme évaluation en 2015, Greenpeace, de comment on pourrait arriver au niveau international à être à 100% énergie renouvelable en 2050, c'était le but de dire c'est quoi le plan, est-ce que ça se peut, puis de plus en plus on voit des études qui montrent justement c'est quoi les scénarios potentiels. Près de 50% des gains, c'était de l'efficacité énergétique, de l'économie d'énergie. Donc clairement, oui, il faut s'en aller vers les énergies renouvelables, s'assurer que sur l'ensemble du cycle de vie, les produits mis en place sont réparables à la base, sont durables, sont également recyclables à 100%, mais il faut également une part de diminution de la consommation, une augmentation de l'efficacité, donc de faire plus avec moins, sinon on n'y arrivera pas. Oui, il y a des enjeux clairement au niveau, par exemple, je parlais des terres rares, ces réserves-là, donc il y a des enjeux aussi au niveau des impacts miniers. Hein. On ne se cache pas que les mines et les minières sont parmi les plus grands pollueurs, sont parmi ceux qui ont légué les plus grosses dettes, avec entre autres des sites contaminés encore, pour lesquels il n'y a plus personne qui paie à part les sociétés qui en héritent. Mais il faut tendre encore une fois vers l'amélioration de ces procédés-là, de réduire la consommation, d'augmenter la réutilisation et le recyclage des produits. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas rien de parfait, honnêtement. Là. Si on ne pense pas changer notre mode de consommation et de réduire, de consommer mieux, de consommer moins, on n'y arrivera pas. Ça, vous avez tout à fait raison là-dessus. Il y a d'autres enjeux. D'un point de vue changement climatique, il y a aussi d'autres enjeux que, par exemple, si vous consommez moins de pétrole, bien, vous avez peut-être plus d'argent puis vous consommez d'autres choses aussi. Donc, de s'assurer que des gains d'un côté ne servent pas à augmenter de la consommation, l'effet rebond ou l'effet de j'économise de l'argent d'un côté, donc je vais aller m'acheter davantage de produits qui vont venir polluer la terre. C'est sûr que c'est un enjeu aussi. Bon, comme je vous indiquais, on va devoir libérer la salle bien vite. Fait que moi, ce que je vais faire avant de remercier nos conférenciers, c'était de signaler déjà qu'il y a la présence de Dominique Champagne mardi prochain au Cégep de Trois-Rivières, donc je vous le signale.
Aussi remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette soirée, que ce soit les élèves, que ce soit ceux qui ont essayé d'aider un peu le comité mobilisation climat Trois-Rivières, etc. Remercier la présence ici de quelques conseillers de la ville de Trois-Rivières, de certains candidats également à la mairie. Donc je les salue en passant. Et je vous encourage vraiment à faire une dernière tournée d'applaudissements pour nos deux conférenciers qui se sont déplacés malgré cet hiver. Donc, je vous remercie et comme je vous dis, on va quitter la salle à 9h30 malheureusement, mais je présume que dans le hall d'entrée, vous pouvez encore discuter avec nos amis Bonin et Belle-Île. Merci beaucoup. Oui.